sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur, il finit les actions. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui souhaite aller derrière les apparences, qui souhaite voir ce qu'il y a derrière les paillettes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème du handisport. Alors aujourd'hui, une équipe dont vous avez peut-être l'habitude maintenant, même s'il manque quelqu'un, c'est Jérémy. Jérémy qui est sur le banc des remplaçants, voilà, qui se repose. Et du coup, le thème du jour, c'est le handisport. Voilà, c'est un thème qu'on avait envie de traiter depuis plusieurs semaines déjà, dont on parle beaucoup avec l'équipe de Décrassage, composée aujourd'hui de Protin et de Joël, et d'un invité, Pierre Rabine. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, tu es nageur et on va apprendre à te découvrir durant cet épisode. Voilà, quelle est ta vie, qu'est-ce qui t'est arrivé aussi il y a quelques années. Mais avant de commencer à parler de toi et avec toi, Pierre, peut-être Protin, Joël, quel est votre rapport au handisport ? Alors bonjour à tous. Et mon rapport au handisport est celui d'un passionné de sport, tout simplement. Donc, il estime que les athlètes handicapés sont des athlètes à part entière, et donc leurs efforts méritent d'être suivis. Et je suis un fervent suiveur des exploits lors des Jeux paralympiques notamment. Donc, et quand il y a des compétitions entre deux Olympiades, ça m'arrive de pouvoir les suivre assidûment. Et toi, Joël, ton rapport au handisport, du coup ? Alors de manière personnelle, dès mon enfance, dès l'école primaire, en fait, j'ai eu l'occasion de jouer avec un de mes amis, et j'aimerais lui rendre hommage puisqu'il est décédé, Vincent, qui avait ce qu'on appelle la polio à l'époque, où on faisait des mauvaises blagues en disant t'as la polio quand tu ratais quelque chose. Lui, il avait véritablement ça, et il jouait au basket avec nous. Il faisait énormément de vélo. Il avait des fragilités dans ses jambes, mais ça l'empêchait pas de jouer avec nous, et c'est comme ça que j'ai pu vivre le sport aussi dans cette mixité. Et puis c'est plus tard, notamment avec mon rôle d'aumônier, que j'ai redécouvert le handisport, d'abord sous une autre forme aussi, en jouant avec des sourds et muets à Angers. On a fait le premier match contre on était la première équipe entendante à jouer contre une équipe malentendante et sourd, et ça, c'était une grande première, et on a pérennisé ça dans différents sports. À l'époque, j'encadrais du football et du volley aussi, et puis après, j'ai été aumônier accrédité au championnat d'Europe d'athlétisme handisport, puis après aux Jeux paralympiques de Rio. Donc ça fait un petit moment que j'évolue dans ce cadre, et que je connais et côtoie de plus en plus d'athlètes handisport. Donc c'est un thème qui est cher à mon cœur, et puis de voir aussi leur courage, et c'est ce qu'on va voir je pense ce soir à travers Pierre, qui est là pour nous faire du bien, nous encourager aussi malgré les épreuves de la vie, comme il va nous le partager. Yes, excellent, merci pour ces petits partages d'expérience, hein. C'est une façon comme une autre de rentrer dans ce thème du handisport. Pierre, on va, comme j'ai dit avant, apprendre à te connaître dans cet épisode, voilà, voir qui tu es. Je vais juste rappeler pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui ce qui t'est arrivé et ce qui t'amène à être avec nous aujourd'hui et à nager tous les jours. Alors tu n'es pas encore nageur professionnel, mais on espère que tu vas le devenir. Voilà, le 11 avril 2018, il t'est arrivé cet accident suite auquel tu as perdu tes 4 membres.
Et s'en est suivi une période de rééducation dont on va parler, une période aussi où tu vas justement découvrir la natation qui est ton quotidien en ce moment. Et voilà, donc c'est ce qu'on va découvrir pendant cet épisode, comment tu as vécu toutes ces choses. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as 23 ans et tu es dans le club de natation de La Roche-sur-Yon et tu prépares notamment, parmi beaucoup d'autres choses, les Jeux paralympiques de Paris 2024. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Avant d'apprendre plus à te connaître, on passe à la désormais légendaire chronique Wikipro. Protin, tu vas nous en dire un peu plus sur le handisport, notamment sa dimension internationale, sa dimension médiatique. Et puis après, ce que je vous propose, Joël, Pierre, c'est qu'on puisse aussi rebondir sur ce qu'a dit Protin. Merci Thierry. Alors, je vais évoquer l'évolution de la perception du handisport et aussi sa médiatisation depuis l'invention du handisport. Il faut savoir que le handisport a été inventé il y a presque 80 ans, en 1944, par le neurochirurgien Ludwig Guttmann, qui a utilisé le sport à des fins thérapeutiques pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient dans un état paraplégique et qui avaient besoin donc de se reconstruire. Et ce neurochirurgien a utilisé le sport pour cet objectif-là. Et peu avant les Jeux Olympiques de Londres en 1948, il a créé l'ancêtre des Jeux Paralympiques d'été, qui s'appelait donc les Jeux de Stoke Mandeville. Et c'est le nom d'une petite ville près de Londres où Guttmann exerçait son métier de neurochirurgien. Alors nous allons mettre le focus sur l'évolution et la médiatisation du handisport sous le prisme des Jeux paralympiques qui sont l'événement marquant du handisport. Il y a 3 catégories de handisport aux Jeux paralympiques. Il y a les handicaps physiques, les déficients visuels et les handicaps mentaux. Les sourds et les malentendants ne sont pas inscrits aux Jeux paralympiques. Les premiers Jeux paralympiques d'été ont eu lieu à Rome en 1960 et ceux d'hiver ont eu lieu en 1976 en Suède. De 1968 à 1984, les Jeux d'été avaient lieu dans une autre ville que celle qui avait été choisie pour les Jeux olympiques. Et ce n'est qu'à partir de 1988, à Séoul, capitale de la Corée du Sud, que les Jeux olympiques et paralympiques ont eu lieu dans la même ville. L'organisation conjointe des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver dans la même ville est arrivée en 1992 dans notre pays, en France, à Albertville. En termes de médiatisation, les choses ont commencé à bouger. Lors des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Barcelone en 1992, donc près de 3 ans après la création du Comité international paralympique. Alors, ce fut relativement confidentiel au niveau médiatique, puisqu'il n'y a eu qu'1,2 million de téléspectateurs. Mais 8 ans plus tard, à Sydney, en Australie, en 2000, ce sont 1,2 million de spectateurs et 300 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont suivi les Jeux paralympiques. On peut aussi également noter le nombre croissant d'athlètes entre 1992, où il y en avait 2999, ce n'est pas une blague, c'est bien 2999 et pas 3000. Et en 2000, on a eu 3879 athlètes. 12 ans plus tard, en 2012, à Londres, il y aura un tournant en termes médiatiques. Parce que déjà, le nombre d'athlètes augmente graduellement. On a plus de 4200 athlètes, 2,7 millions de spectateurs, record toujours d'actualité. Et une chaîne anglaise, Channel 4, qui avait donc les droits de retransmission, a diffusé plus de 150 heures de direct pour les Jeux paralympiques. Et tout ceci a permis à Rio, en 2016, aux Jeux paralympiques de Rio, d'accueillir non seulement plus d'athlètes, 4328, mais aussi d'être les Jeux les plus diffusés de l'histoire, puisque 154 pays ont été concernés par la diffusion des Jeux paralympiques de Rio. Ces chiffres-là, qui sont extrêmement encourageants, masquent une réalité vécue par le handisport
puisque le handisport est peu mis en avant entre deux éditions de Jeux paralympiques, et il convient de se poser la question suivante. Que faudrait-il au handisport pour être régulièrement mis en avant entre deux éditions de Jeux paralympiques? Merci Protin pour ta chronique. Tu nous laisses avec une question épineuse. L'idée, comme j'ai dit avant, c'est qu'on puisse un peu réagir à ce que Protin a dit. Il a dit beaucoup de choses. Peut-être Joël ou Pierre, voilà, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous fait réagir peut-être sur ce que Protin a dit? Et c'est vrai que même d'un point de vue médiatisation, là par exemple c'est vrai que quand il y a les jeux c'est beaucoup médiatisé, mais quand il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde, c'est vrai que si les fédérations ou s'il n'y a pas aussi le bouche à oreille et aussi les réseaux sociaux en fait pour nous aider à communiquer, je pense que ce serait très compliqué en fait pour les gens de savoir. Moi par exemple la plupart des gens en fait sont au courant grâce aux réseaux sociaux ou bouche à oreille. Après c'est vrai que d'une part il y a beaucoup plus de médiatisation, mais aussi c'est aussi faut commencer au fondement où par exemple dans les écoles même dans les entreprises il y a quand même très peu d'intervenants dans le handisport où on va parler de ça. Et il y a aussi, on va dire, dans le milieu professionnel où il pourrait y avoir aussi plus d'accompagnement. Et par exemple, des grosses entreprises qui pourraient aider des athlètes et du coup utiliser leur réseau, pour partager sur ces compétitions-là. Parce que c'est vrai que nous, les Jeux paralympiques, tout le monde le sait. Mais quand il y a des championnats du monde, quand il y a des championnats d'Europe, vraiment la comparaison est flagrante parce que très peu le savent en fait. Je dirais qu'il y a eu des gros efforts depuis les Jeux de Londres où les Anglais ont vraiment rempli les stades et au niveau médiatisation, et depuis 2016 et là les derniers à Tokyo, grâce à un effort de France 2, il y a déjà beaucoup plus d'heures de diffusion des Jeux paralympiques, mais effectivement il faut aller plus loin. Alors moi j'aurais deux questions pour toi Pierre, une pour rebondir sur et aller un peu plus loin sur ce que disait Protin. Est-ce que toi tu serais favorable pour des Jeux olympiques et paralympiques qui aient lieu en même temps? On a vu qu'il y a eu un progrès dans l'histoire. À une époque, c'était pas dans la même ville. Maintenant, c'est regroupé. C'est le cas depuis plusieurs années. Nous, on l'a vu en Europe, que ce soit à Londres, à Rio, à Tokyo et à Paris. Est-ce que toi, tu serais pour que les épreuves aient lieu en même temps et que quand on achète son ticket pour voir de l'athlétisme, on puisse voir par exemple de l'athlétisme handisport et valide, et la même chose pour la natation? Oui, ce serait intéressant, mais après, tu aurais deux gros points de vue à voir. Ce serait d'une part, tu as les infrastructures et aussi l'organisation. Si par exemple les Jeux olympiques durent 2 semaines, si tu dois mélanger, tu vois, ça fait que du coup tu fais les Jeux, mais du coup sur un mois. Et donc il y a ça. Après les infrastructures, je pense que c'est pas vraiment un souci, mais c'est plus d'un point de vue organisation, parce que tu vois, on m'a déjà beaucoup posé cette question, et c'est vrai que même dans certaines instances, elle en est revenue. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant, tu vois, même par exemple de créer par exemple des relais. Par exemple, tu vois, tu fais un relais à 4 fois 100 mètres sur l'athlétisme, tu prends 2 athlètes handisport, 2 athlètes valides, tu fais juste en sorte que ce soit la même catégorie de handicap. Et c'est vrai que ça pourrait apporter une diversification au sport. Mais voilà, c'est surtout d'un point de vue organisation en fait. Parce que je pense que l'infrastructure, comme on l'a vu à Paris, c'est possible. Mais c'est surtout d'un point de vue organisation. Et en fait, la différence qu'il y a aussi entre les Jeux olympiques et paralympiques, c'est aussi la date. Par exemple, tu vois que les Jeux olympiques, souvent, c'est début juillet. Donc les gens sont en vacances, la plupart des gens sont tout de même en vacances, donc ont beaucoup plus de temps. Les Jeux paralympiques, c'est souvent fin août, début septembre. Or, c'est la période où la plupart des gens ne sont plus en vacances, ils sont dans le stress de la rentrée, et donc tu vois, ils ont, on va dire, entre guillemets, moins de temps à consacrer aux Jeux par rapport à ceux de début juillet.
Ouais, donc là, tu vas sur deux aspects. Là, tu pousses quelque chose d'un peu plus loin, c'est de faire finalement pratiquer certaines épreuves de manière mixte, on va dire, valide et personnes en situation de handicap. Moi, je disais tout en gardant les deux, mais de les faire au même endroit et en même temps. Mais là, toi, tu fais encore une autre proposition. Et ce qui m'amène à ma deuxième question. Est-ce que toi, avant de te retrouver en situation de handicap, avant que la foudre te tombe sur toi, est-ce que tu étais sensible au handicap et à la question du handisport? Le handicap, oui, parce que j'ai eu des personnes dans ma famille qui étaient atteintes de handicap, que ce soit Parkinson, Alzheimer, par exemple aussi la trisomie. Mais tu vois, c'est vrai que dit comme ça, j'ai pas de souvenir d'intervenants, que ce soit à l'école, très rarement au collège et encore moins au lycée, en entreprise encore moins. Et après, ça dépend du domaine, mais il y a aussi le handicap, oui, le handisport, non. Toi, pour te dire, dans la ville où j'étais avant, Carquefou, j'ai appris après l'accident qu'en fait, il y avait un des meilleurs clubs de France de rugby fauteuil et qu'un des rugbyman, en fait, faisait partie, était d'un niveau international. Sauf que, donc logiquement, tu dis niveau international, il devrait être connu. Et je ne te cache pas qu'avant l'accident, le handisport, j'en entendais que très rarement. Et dès que j'en entendais parler, en fait, c'était que pour les jeux. C'était que les grosses compétitions. Sinon, le reste du temps, non. Mais tu vois, il y a aussi un autre point de vue, c'est les gens qui s'intéressent au handicap et au handisport, ils ont aussi ce côté familier. Dans le sens, tu vois, je connais beaucoup de personnes tu vois, qui deviennent ergothérapeutes ou, par exemple, coach en activité physique adaptée. Mais quand tu leur demandes sur l'aspect familial et personnel, ils ont toujours ce petit côté où ils connaissent une personne, en fait, qui est en situation de handicap. Et parce que, mais tu vois, c'est pas quelque chose où tu rentres chez toi le soir et tu dis tiens, je vais m'intéresser au handicap et au handisport, parce qu'il y a aussi beaucoup de tabous dans ces milieux-là. Mais c'est quelque chose aussi qui est, tu vois, l'une des choses sur lesquelles, pour moi, ça me semble très naturel et très logique, c'est de, tu vois, partout où je vais, toujours montrer voilà, la bonne humeur, le sourire, comme ça, d'une manière naturelle et humaine, t'impacte les gens. Et en fait, c'est grâce à des bonnes initiatives, il y a des bons retours comme ça qu'en fait les gens ils vont s'intéresser parce que, tu vois, par exemple, là je suis arrivé dans une nouvelle ville, c'est vrai que je connaissais personne, et du coup c'est vrai que, tu vois, on va dans des villes où le handisport est très peu connu, et on va dans d'autres villes où le handisport, tu vois, comme à Angers, le handisport, tu vois, on est arrivé à Angers, ils avaient mis une grosse bannière en plein boulevard. Elle faisait au minimum 10-15 mètres de long, tu vois, et tu vas dans d'autres villes, t'as pas grand chose. Donc c'est aussi la vision des villes, des départements, des régions. Mais c'est vrai que comparé à il y a 10 ans, même 15 ans, parce que voilà, j'ai eu la chance de connaître un athlète qui a fait les Jeux de 2004, et il m'a dit qu'il y avait une énorme différence entre maintenant et avant. Mais ça as plusieurs aspects à prendre en compte, mais c'est surtout, il y a avant toute chose, nous, dans le handisport, c'est surtout le facteur humain qui va surtout jouer, en fait, là-dessus. Tu parles de ton sport, hein, donc qui est la natation, et la natation, c'est quelque chose qui est venu après ton accident, hein, donc que j'ai brièvement rappelé dans mon introduction. On aimerait revenir avec toi, voilà, sur ce qui t'est arrivé, pas forcément sur l'accident lui-même, mais sur la reconstruction. Voilà, il t'arrive ça, tu dois passer par, je pense, tout un tas d'émotions. Et après ces émotions, tu décides assez rapidement de te remettre au sport, et vient assez naturellement la natation. Pourquoi la natation vient, et comment ça s'est passé? La natation, en fait, ça a commencé dans le lit d'hôpital, parce que je voulais faire en fait, j'avais à cœur de faire ma passion, mon quotidien, du sport, mon quotidien.
Et en fait, j'hésitais entre l'athlétisme et la natation. Mais j'avais un petit, je sais pas, tu vois, c'est le cœur en fait me conduisait vers la natation. Mais c'est vrai que quand j'étais en centre de rééducation, là, à Cap-Up, ils ont une piscine. Et donc la kiné en fait voulait que je me mette à la natation pour en fait développer mes capacités respiratoires. Donc j'avais été alité, donc allongé pendant plusieurs mois à l'hôpital. Et donc en fait, dès que je suis rentré dans l'eau, ça a été un sentiment de bien-être. Tu vois, quand t'as l'eau qui vient sur toi, quand tu flottes, quand tu te sens léger, ensuite, ouais, sentiment de légèreté. Et puis après, non, franchement, ça a été un bonheur total. Même de nager, j'ai vu en fait la difficulté, donc ça m'a donné envie d'apprendre. Et après, voilà, j'ai su qu'il y avait des compétitions. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas. Puis, mais c'est surtout, en fait, ça s'est fait instinctivement. En fait, ça a été le choix du cœur. Et dès que j'ai fini le première année, en fait, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Donc, une fois que je suis rentré, j'ai demandé des informations. Et dès septembre 2019, je me suis inscrit dans un club à la SPTT Nantes. Et quelques années après maintenant cette inscription, voilà, la natation est ton quotidien. Est-ce que est-ce qu'avant cet accident, est-ce que tu t'intéressais au sport? Est-ce que tu pratiquais le sport, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu là dans cette phase de reconstruction que tu viens de nous détailler? Avant, le sport, ouais, il avait une grande place. Il avait une grande place en tant que pratiquant et en tant que spectateur. Mais vraiment, tu vois, il y a même des moments, même quand je suis en vacances, il y a des moments où je vais tout de même regarder, mais même, j'ai aucun mal à même regarder des sports, même oui. Tu vois, comme par exemple aller voir un match de Ligue 1, 2 heures après, je vais voir un match de district. J'aime ça dans les deux cas, comme je peux passer du foot au basket, à la natation, il n'y a aucun problème. Et puis, tu vois, il y a aussi cette manière où je vois le sport aussi différemment. J'apprends aussi des autres et de leur parcours. Et puis, j'ai longtemps pratiqué pendant 16 ans du football. Après, j'ai arrêté à cause d'une blessure. Et après, je m'étais mis à la musculation parce que je voulais préparer un concours pour rentrer à l'armée de terre. Mais c'est là où, entre-temps, j'ai eu l'accident. Donc le place, oui, il y a toujours le sport a toujours une grande place dans ma vie, oui. Et le sport, c'est ce qui nous réunit, nous aussi, à Décrassage. On est tous des passionnés de différents sports. Dans une interview que j'ai vue de toi sur le site du FC Nantes, où tu appartiens à la fondation du FC Nantes, tu dis que tu es une autre personne. Alors, c'est pas juste parce que tu es devenu sportif, mais aussi parce que avec cet accident et durant ta rééducation aussi, tu t'es ouvert à la foi chrétienne, et tu as cœur de partager ce que tu as vécu, et comment tu vois maintenant la foi chrétienne peut-être différent par rapport à avant l'accident. Ah, ouais, j'ai à cœur d'en parler. Et la foi chrétienne, en fait, c'est très simple. J'ai grandi déjà dans une famille d'athées. Vraiment, tout le monde est, côté paternel comme maternel, tout le monde est athée. Chacun, on va dire, avait ses croyances. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un, entre guillemets, là-haut. Mais voilà, sans trop autres. Et voilà, j'étais pas du tout dans la foi chrétienne. J'étais même très loin de la foi chrétienne. Mais en fait, c'est vraiment, quand je me suis réveillé du coma, vraiment, en fait, je le dis, c'est comme si, en fait, mon esprit et mon corps avaient été restaurés et sauvés. Parce qu'en fait, dès le réveil de coma, en fait, mes pensées, en fait, ont été amenées, en fait, directement vers Jésus. Et en plus de ça, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit, tu sais, si à la base, tu devais mourir, mais qu'au final, t'es là, c'est que Dieu, il a des projets pour toi. Donc là, ça m'a fait... C'est comme un tilt, en fait. Je me suis dit, mais c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rapproché de Jésus, et c'est quelque chose c'est la foi chrétienne qui m'anime et m'apporte énormément au quotidien, que ce soit en tant que personne en situation de handicap, que ce soit en tant qu'être humain aussi, que ce soit aussi en tant que sportif. Ça m'apporte énormément dans tous les domaines de ma vie, et puis j'ai à cœur de la partager et de témoigner aussi là-dessus. Il y a comme une forme de
je trouve de double renouvellement d'identité. Tu parlais de ton premier contact avec le bassin, puis ensuite avec la foi. Comment arrives-tu à manager et à entremêler ces deux éléments-là qui finalement te construisent en tant que personne? C'est d'un point de vue déjà temporel, déjà question de niveau temps, c'est vrai que c'est la foi avant tout et après la natation. Mais c'est que par exemple, tu vois, maintenant, je peux pas entrer dans un bassin sans avoir prié. Et dès que je sors de l'eau, je prie pour remercier Dieu pour l'entraînement et pour tous les bienfaits qu'il nous a apportés sur l'entraînement. Et puis, tu vois, même lors de l'entraînement, tu vois, je prie parce que je suis avec d'autres nageurs, donc je prie pour eux, je prie pour le coach. Je prie voilà, pour qu'on puisse prendre du plaisir, pour que personne ne se blesse sur tout ça, que l'on puisse s'améliorer, mais surtout, en fait, c'est surtout là-dessus, que l'Esprit Saint prenne le contrôle total de mes pensées, parce que c'est quelque chose qui, par exemple, si on va faire un mouvement et qu'on va le rater, c'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui peut nuire en fait à nos pensées, sauf que derrière, en fait, on peut rater notre entraînement, ça m'est déjà arrivé. Et là, en fait, maintenant, grâce à Dieu, c'est dès que je le fais, c'est comme si voilà, Dieu me protégeait. Et en fait, maintenant, depuis, c'est vrai que Dieu m'a dit de prier avant chaque entraînement, c'est beaucoup mieux. Et en fin de compte, ça s'est vu parce que le coach a été agréablement surpris après le mois de décembre. Il m'a dit que j'avais énormément progressé, qu'il était très content. Et donc, tu vois, aussi à entendre ça et moi-même à le ressentir, ça me pousse encore, tu vois, aller plus loin et toujours plus haut. Donc c'est génial et c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Et c'est pour ça que je le fais et que je continuerai de le faire. Merci pour ces quelques explications et puis voilà, ça rentre bien aussi avec ce qu'on voit nous dans notre podcast Décrassage, hein, ce côté holistique, corps, âme et esprit. Et chez toi, on le voit parce que voilà, tu as subi des choses dans ton corps et tu as réussi aussi à apprendre à vivre avec ce corps qui avait changé. Et puis voilà, il y a aussi cette dimension âme et esprit, cette dimension plus spirituelle. J'aimerais revenir sur la natation en elle-même et sur ce courage ou peut-être sur cette folie, je sais pas, que tu as eu assez rapidement après ton réveil de dire ok, moi mon objectif c'est de préparer les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel a été le cheminement, parce que c'est un peu impressionnant comme ça directement après s'être réveillé du coma et avec aussi l'intensité de cet accident. En vrai, ça a été très rapide parce que pour la petite anecdote, quand je me suis réveillé du coma, ça n'a pas été rose dès le début parce qu'en fait, je me suis réveillé parce que voilà, pour vous dire, hein, j'avais même pas 1% de chance de survie, hein, c'est pour ça qu'on m'a appelé le miraculé. Et donc c'est pour ça que, Dieu merci, le témoignage maintenant il est puissant parce qu'à la base, c'est pour vous dire, 20 000 volts, si on survit, oui, on a le surnom de miraculé, donc c'est vrai que 63 000, on m'a fait comprendre que ouais, si t'es là, c'est que c'est vraiment c'est grâce à Dieu et à rien d'autre. Et en fait, ça a été déjà la première claque, ça a été quand je me suis réveillé. Moi, je suis quelqu'un qui est très famille. J'ai vu le regard de mon père et ma mère. Il n'y a pas eu de mots, mais juste les yeux ont parlé et ça a été une énorme claque. Et j'ai toujours eu ce don en fait de très vite relativiser. J'ai relativisé parce que je connaissais pas, mais c'est l'année dernière en fait j'ai appris que en fait sur le don de foi en fait, parce que c'est quelque chose je me demandais en fait toujours comment j'ai fait. Et en fait c'est quelque chose que je comprenais pas parce que pour moi en fait avoir une épreuve et se relever c'était normal pour tout le monde. Sauf qu'avec le temps en fait on m'a dit que non et tu vois c'est pour ça que j'ai relativisé quelques jours après et quelques jours après c'est vrai que j'ai dit que je voulais aller faire les jeux. Quand je leur ai dit que je voulais faire de la natation parce que du coup tous mes organes avaient pris un coup. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit, oui, mais niveau cardio, c'est très dangereux, donc ils ont eu peur.
Mais j'avais toujours cette pensée en fait en moi qui venait du cœur qui me disait, en gros, c'était ne t'inquiète pas. Et puis, mais en fait, indirectement, je sais pas que c'était Dieu qui me parlait. Et puis, en fait, avec le temps, c'est vrai que tout le monde a été surpris, mais c'est quelque chose en fait qui a énormément eu d'impact. Parce que voilà, même avec l'accident, j'avais plein d'amis avant, mais qui, du coup, j'ai énormément perdu d'amis. Mais en fait, c'est quelque chose ça avait une part où ça m'avait attristé parce que je me suis dit, mais ça m'avait pas étonné. Et en fait, j'ai toujours eu ce don en fait de relativiser, de me dire, ok, je dis bah ça m'a permis, tu vois, il y a même des moments quand je parle, je dis grâce à l'accident. Et en fait, juste en utilisant le mot grâce avant l'accident, les gens ils me regardent et ils sont surpris parce qu'en fait, vraiment, moi, l'accident, c'était une bénédiction, même si voilà, j'ai certaines contraintes parce que je n'ai quand même pas de bras, pas de jambes, donc il y a quand même certaines choses surtout que j'ai vécu 19 ans avec deux bras, deux jambes, donc j'avais certaines facilités et certaines libertés aussi, comme conduire. Là, j'ai reversé le permis, mais c'est un peu plus long. Mais c'est voilà, maintenant, vu qu'il y a la foi, je fais beaucoup plus confiance à Dieu, donc j'ai totalement confiance en lui. Donc, en fait, indirectement, j'ai beaucoup moins de stress. Sauf que du coup, en tant qu'athlète, même en tant qu'être humain, avoir moins de stress, c'est énormément bénéfique, que ce soit dans la vie comme dans le sport et les performances. Et en fait, le fait de prier, vraiment, pour vous dire, quand je prie avant une course, c'est vraiment, je peux être très calme, je peux beaucoup parler. Et en fait, dès que je prie, c'est comme si un gros Dieu mettait ses mains et en fait, je me concentre, je suis concentré, je fais ma course, tout va bien. Et même pour vous dire, maintenant, c'est même quand je rate des courses, je me dis, ok, j'ai raté, mais. Et c'est là, en fait, parce que je pense énormément au verset, parce que je pense qu'il s'applique énormément à mon témoignage. C'est Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit que malgré toutes les épreuves, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Donc c'est pour ça que même s'il y a des moments où il y a des échecs, même si ça pique un peu, voilà, il y a aussi du bon et le fait du coup d'avoir confiance en Dieu, ça me rassure et ça me permet de mieux repartir comme là les championnats de France, la première course. Je revenais de blessure, donc bien évidemment je l'ai raté. Ça, le coach le savait, mais il ne me l'avait pas dit. Pour mieux me préparer, il avait totalement raison et je le remercie pour ça. Mais tu vois, grâce à Dieu, tu vois, vu que j'ai fait confiance, je me suis dit ok, mais il y a la suite encore, c'est pas fini. Et au final, la course d'après, je l'ai réussi, j'ai amélioré le record de France, donc c'est pour ça que j'ai toujours surtout ce verset en tête et qui m'aide énormément et qui voilà, c'est pour ça, même il y a des moments quand je nage, quand je vois que c'est compliqué, il y a même des moments dans ma tête, je dis Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Mais ça dure 2 secondes. C'est pour ça que je comprends Olivier Giroud quand il dit ça sur le terrain. Mais puis voilà, ça m'aide, mais ça a un énorme impact sur ma vie dans tous les domaines. Merci Pierre pour ce témoignage de résilience. C'est assez impressionnant, hein, voilà, même si tu avais, comme tu nous l'as dit déjà, cette capacité de relativiser avant, mais voilà, c'est concret de voir aussi comment ta foi t'aide au quotidien et voilà comment tu abordes ta vie, comment tu abordes une course perdue et voilà pour la gestion de ton stress et tout. Enfin voilà, c'est des choses qui nous concernent tous et qui concernent aussi plus spécifiquement voilà ceux d'entre nous voilà qui pratiquent du sport, que ce soit à un niveau amateur comme un très haut niveau. Je le disais avant, tu prépares les Jeux paralympiques. Hein. Tu t'es lancé ce défi. Ils auront lieu du 28 août au 8 septembre. Quand tu t'es fixé cet objectif, et peut-être aujourd'hui, l'idée c'est quoi? L'important c'est de participer, comme on dit communément, ou est-ce que je sais pas, c'est de décrocher une médaille? Quel objectif tu te mets pour Paris 2024? Ah non, moi je veux la médaille d'or. c'est que participer, c'est vrai que je dis que je veux la médaille d'or, mais vraiment juste déjà le fait d'y participer.
et que Dieu aussi me donne la force de pouvoir participer à cette aventure. C'est vrai que ce serait déjà très bien et bénéfique, et je remercierais Dieu pour cela. Mais il y a aussi le côté où je bosse pas autant juste pour finir 6e. C'est pas possible. Mon objectif, c'est premier. C'est ça, c'est qu'il y a aussi le question de temps, investissement. C'est par exemple, vous voyez, demain matin, je me lève à 4h15, à 7h, je suis dans l'eau et je vais nager. Donc c'est ça aussi, c'est que oui, après voilà, je serais tout de même content et reconnaissant de même finir 5e au jeu, mais dans la tête, c'est la médaille d'or. Alors, n'importe quel nage, franchement, je suis pas compliqué, tant qu'il y a la médaille d'or, moi je prends. Eh bien, on te souhaite bon courage pour cette médaille. On te suivra bien entendu dans ces Jeux paralympiques à Paris. On arrive bientôt à la fin de notre émission, et puis à la fin de cette émission, il y a toujours ce rendez-vous, le speed dating. Vous en avez comme la chronique Wikipro désormais l'habitude avec toi, Joël. Joël, toi tu as appris à connaître Pierre, toute son histoire là aussi qui vient de nous raconter. Ben voilà, tu en avais déjà connaissance parce que tu as rencontré Pierre dans le centre de rééducation dont on a parlé dans cette émission de Kerpap où tu es aumônier. Quel regard tu as sur ce que Pierre a vécu et dans ce centre de rééducation, toi qui as l'habitude d'accompagner des sportifs, et quel regard et quelle leçon peut-être tu retires aussi de ce que Pierre nous a partagé, et je pense que ça pourra aussi introduire ton speed dating. Oui, moi j'ai l'opportunité, la grâce, le privilège d'être aumônier dans un centre de rééducation et de soins comme Kerpap, qui a permis à Pierre de voilà aussi trouver une nouvelle vocation, parce qu'ils ont une très belle piscine et ils ont un encadrement et ils ont tout un gymnase, et le sport et l'activité physique est au cœur de la rééducation. Donc c'est des parcours de vie qui sont touchants aussi, et puis de voir ce courage. Je pense que ça m'amène à introduire le speed dating. Je pense que quand on écoute Pierre, quand on le voit, c'est dur de se plaindre, et ça me rappelle ce proverbe, un proverbe qui est dans la Bible, hein, qui dit si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien faible, ou bien dérisoire dans certaines traductions, et ce verset m'a toujours un peu interpellé, quoi. Et donc face à l'épreuve, tu peux te plaindre. Alors, je dirais quand on perd ses membres supérieurs et inférieurs, c'est pas, ça doit pas être une situation évidente à vivre, et de voir là cette résilience. C'est surtout ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est cette résilience que je trouve chez Pierre, mais aussi cette capacité à positiver. Alors la résilience, pour les gens qui savent pas, c'est la capacité d'un individu à rebondir après un traumatisme, notamment celle de surmonter les expériences douloureuses pour se reconstruire et retrouver une vie épanouie. Bon, je pense que derrière le mot résilience, je mets le mot Pierre et d'autres athlètes que je croise à Kerpap, d'autres que je croise aux Jeux paralympiques, mais tous ne feront pas les Jeux paralympiques. Mais c'est beau de voir la reconstruction. Alors derrière, il y a aussi la foi qui joue pour Pierre. C'est ce mental, comme tu disais, Thierry, qui était déjà là. Mais ce que je vois, c'est aussi une forme de joie de vivre, et je le vois comme étant plus que vainqueur, Pierre. Et c'est le message d'encouragement que je veux nous laisser sur cette notion de qu'est-ce qu'être un plus que vainqueur. Il y a un verset comme ça dans la Bible que les sportifs aiment bien, et qui dit que nous sommes plus que vainqueurs
par Jésus-Christ qui nous a aimés. Et le descriptif, c'est au milieu de plein de détresse, de moqueries, de situations difficiles, de persécutions. Et il est question d'être plus que vainqueur. Et en fait, les plus que vainqueurs démarrent avec un handicap et remportent la victoire par le moyen d'un autre. En fait, nous ne sommes pas seuls. Et moi, ce qui me touche dans l'histoire de Pierre, c'est qu'à son réveil, à sa sortie de coma, il a réalisé qu'il n'était pas seul. Et il y a quelque chose qui me dépasse, moi, c'est qu'il a ce mot de Jésus qui est venu frapper son esprit. Il y a quelque chose qui le transcende, qui est surnaturel, qui ici dépasse. C'est peut-être pas forcément le cas de tous les sportifs, mais ici, ça m'amène dans une réflexion. Et j'interpelle dans les collèges, dans les lycées, sur la question du handisport, sur la question du corps, notre rapport au corps. Aux yeux de Dieu, Pierre est une créature merveilleuse, il est aimé de Dieu, et que finalement, le handicap, il n'est pas physique dans notre société, le handicap, il est spirituel. Et c'est pour ça que Jésus a été donné son corps, pour que son corps soit atrophié, soit abîmé, mais en rançon, pour qu'on soit racheté de notre handicap spirituel, afin qu'on puisse trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu, pour qu'on puisse finalement rentrer dans cette forme de résilience, pour rentrer dans une vie épanouie, une vie où on se sait aimé et une vie joyeuse, parce qu'il y a plus que cette vie terrestre, plus que ce corps, il y a une vie éternelle qui nous attend. Et c'est ça, cet encouragement que je donne aussi à Pierre. Il y a des objectifs sur Paris 2024, mais Dieu a des objectifs à plus long terme, c'est la vie éternelle. Et c'est là le drame de notre société, qu'il ne veut pas reconnaître son handicap spirituel et savoir qu'il y a un Dieu qui désire rentrer en relation avec nous. Alors, dans ce malheur-là, je peux dire que Pierre a rencontré Jésus. Ça me dépasse, ça nous dépasse tous, mais je ne peux que être émerveillé par des témoignages comme la vie de Pierre, et que ça soit une leçon pour nous, qu'on a tendance à râler, à se plaindre, savoir que Pierre va se lever à 4h15 demain et à 7h sera dans l'eau qui aura baissé de quelques degrés parce qu'on est en pleine crise énergétique. Pour moi, c'est une preuve de courage. Donc bravo Pierre, et puis que ça puisse nous encourager chacun d'entre nous à aller de l'avant malgré les épreuves. Merci beaucoup Joël pour ces encouragements et voilà pour cette touche spirituelle que Pierre tu avais déjà abordé voilà dans notre podcast Décrassage, où on a à cœur voilà d'aller au plus profond des choses. On est à la fin de cet épisode. Je voudrais vous remercier Protin, Joël, Pierre tout spécialement pour ton courage et voilà pour ce que tu nous as partagé, ces leçons de vie aussi, hein, de ce que tu vis au quotidien. Pour notre part, on va se retrouver, vous en avez l'habitude, dans 15 jours. Entre-temps, voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous rejoindre aussi sur nos réseaux sociaux. Pierre, je sais que tu communiques aussi beaucoup par tes réseaux sociaux. Et puis, on se dit à très bientôt, voilà, pour un nouvel épisode de Décrassage. Et merci de nous avoir suivis sur ce thème qu'on avait à cœur, le handisport. À bientôt.